Bonjour et bienvenue à cette présentation sur les remontées mécaniques. Le ski alpin et la planche sont des sports qui font affaire avec la gravité. Donc, dans tous les centres de ski, on doit avoir au moins un moyen de transport pour nous ramener de la base au sommet de la montagne, ne serait-ce que les fameux rope tows qui ont existé au début du siècle dernier. Maintenant, on a des remontées mécaniques beaucoup plus performantes, allant du télésiège à l'arbalète jusqu'aux télécabines débrayables. Cette présentation a pour but de vous permettre d'identifier les différents types de remontées mécaniques que l'on rencontre dans nos stations de ski au Québec, ainsi que d'en identifier les principes de fonctionnement de base. Le but, ce n'est pas de donner un cours de mécanique, mais de comprendre comment fonctionnent les remontées afin d'identifier les situations dangereuses potentielles et les dangers potentiels qui peuvent se développer, surtout dans le cadre du travail d'un patrouilleur de ski qui, lui, peut avertir les employés des responsables des remontées mécaniques afin qu'ils prennent les mesures appropriées. La vidéo se divise en 3 parties distinctes: les types de remontées mécaniques, les différents composants des remontées mécaniques et les différents types d'accidents qui peuvent se produire avec une remontée mécanique et ce qu'il faut surveiller lorsqu'un patrouilleur en ski fait son inspection. Avant de nous lancer dans les explications sur les remontées mécaniques, on doit faire une petite précision. Le terme « remontée mécanique » est un peu péjoratif puisque de nos jours, on doit dire « transport par câble ». En effet, le transport par câble n'est plus l'exclusivité des stations de ski alpin. On l'utilise de plus en plus comme moyen de transport urbain installé en plein cœur des villes. Prenons par exemple la ligne de téléphérique de La Paz. Il y a 4 lignes au total pour 14 km de système câblé, ce qui en fait le système le plus long au monde. Et 3 autres lignes sont en construction pour doubler le kilométrage total. On peut aussi mentionner celui d'Ankara en Turquie, qui sera au terme de sa construction un système complet de plus de 5 km avec ses 4 stations intermédiaires. Celui de Londres, qu'on appelle la ligne Émirat et qui a été inauguré pour les Jeux olympiques de 2010 pour traverser la Tamise. Ou encore celui de Portland en Oregon qui permet de desservir un hôpital. Et plus près de nous, le tram aérien de Roosevelt Island à New York. De plus en plus de villes adoptent le transport par câble, une solution simple, peu coûteuse et très efficace. En fait, Montréal s'est fait offrir sa propre télécabine en 2010, un projet qui devait être payé 100% par le privé, mais ça, c'est une autre histoire. Commençons par identifier les 2 catégories de remontées. Il y a les remontées terrestres, où le skieur est en contact avec le sol, et les remontées aériennes, où le skieur est transporté dans un véhicule, que ce soit une chaise, une cabine ou une benne. Parmi les remontées terrestres, il y en a 3 types. Le tapis-neige, aussi appelé tapis magique, le téléski à sellette et le téléski à arbalète. Ces 2 derniers types, les téléskis, peuvent avoir des perches de type à enrouleur ou de type à ressort. Pour ce qui est des tapis-neige, on les retrouve principalement dans les zones de débutants. Les tapis sont généralement composés de maillons de plastique auxquels on ajoute de petites butées en caoutchouc afin d'empêcher les skieurs de glisser vers le bas de la pente lorsqu'ils sont sur le tapis. Ou encore, la courroie est faite entièrement de matière caoutchoutée. C'est le seul type de remontée mécanique terrestre où le skieur n'est pas directement en contact avec la surface enneigée. Dans certaines stations, le tapis est entièrement recouvert d'un abri afin d'empêcher l'accumulation de neige sur celui-ci. Mais comme la plupart des tapis sont à l'extérieur, on doit s'assurer que la neige ne s'y accumule pas, surtout s'il neige pendant l'opération de la remontée. En effet, une mince couche de neige suffit à faire perdre l'adhérence entre les skis et le tapis lui-même, ce qui peut entraîner des chutes et un effet de domino vers le bas de la pente. Les téléskis à perche et sellette se nomment couramment Pomolif, du nom de son inventeur, Jean Pomalgaski, qui a fondé aussi la compagnie Poma. Ce type de remontée peut être à pince fixe, souvent rencontré dans les zones pour débutants, ou à pince débrayable, rencontré dans les secteurs experts. Pour les téléskis à perche débrayable, la vitesse d'exploitation joue entre 3 et 4 mètres secondes, soit près de 15 km à l'heure. Les téléskis débrayables sont généralement réservés au secteur expert, puisque non seulement la vitesse au sol est relativement élevée,
Mais ce type de remontée permet de franchir de bons dénivelés et même présenter des courbes afin de mieux épouser le relief de la montagne. Très populaire en Europe, on en rencontre moins en Amérique du Nord. Autre fait, ce type de remontée ne permet pas aux skieurs de se reposer les jambes, ce qui peut parfois jouer sur le nombre de blessures en fin de journée lorsque les skieurs commencent à devenir un peu plus fatigués. L'autre type de téléski est le téléski de type arbalète. La version double est connue sous le nom de T-bar et la version simple sous le nom de J-bar. Les J-bars sont extrêmement rares. Celui que vous voyez présentement est en Nouvelle-Angleterre et c'est l'un des très rares qui demeure en opération. Les téléskis de type arbalète peuvent être à enrouleur, où la perche est courte et maintenue à la remontée par une longue corde, ou à ressort, comme c'est le cas sur cet extrait. Les arbalètes à ressort sont des remontées à vitesse plutôt lente et souvent présentes dans les secteurs pour débutants. En plus de maîtriser un équilibre de base sur les skis ou la planche, le skieur doit suivre une trace au sol et surtout ne pas s'asseoir sur la barre et se laisser tracter. Passons maintenant aux remontées mécaniques aériennes avec, bien entendu, le télésiège. Le télésiège se présente en deux versions, à pince fixe et à pince débrayable. Pour les télésièges à pince fixe, la vitesse de déplacement varie de 2,5 m/s à 5 m/s. Pour les vitesses au-delà de 3,5 m/s, on utilise généralement un tapis d'embarquement ou un aide à l'embarquement, comme c'est le cas lorsqu'un préposé retient la chaise. Souvent, un système de portillon permet le cadencement des skieurs afin d'éviter les collisions avec les chaises. Lorsqu'il y a un tapis d'embarquement, les portillons sont obligatoires. La vitesse de 3,5 m/s correspond à 13 km/h, soit la vitesse d'un adulte moyen au pas de course. Maintenant, du côté des télésièges débrayables. Les télésièges débrayables sont facilement reconnaissables avec une gare qui est beaucoup plus allongée que pour un télésiège à pince fixe, puisqu'à l'intérieur de la gare, on doit avoir un mécanisme qui permet de détacher, le vrai terme c'est débrayer, la pince du câble qui, lui, circule à une vitesse plus élevée que sur un télésiège à pince fixe. Le fait que la pince puisse être débrayée ou réembrayée sur le câble à volonté procure de nombreux avantages. En gare, la chaise descend sous la barre des 1 m par seconde, permettant un embarquement et un débarquement en douceur. En sortie de gare, un cadenceur place les chaises à la bonne distance sur le câble, puis une série de pneus qui constituent le lanceur permettent de propulser la chaise à la vitesse du câble. Sur cet extrait vidéo, on voit que la chaise semble être immobilisée en gare. C'est en fait le travail du cadenceur qui espace correctement les chaises avant de les apporter au lanceur. Un mécanisme ouvre la pince et la referme sur le câble. L'accouplement se fait à la vitesse de 5 à 6 mètres par seconde selon l'installation. 6 mètres secondes correspond à 22 km/h. Les sièges de télésiège peuvent avoir une place, ce qui est plutôt rare, 2, 3, 4, 5, 6 ou même 8 places, très populaires en Europe, selon leur configuration. Puisque la hauteur de survol du télésiège peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, un système de retenue pour les passagers sur chaque siège doit être installé. Ce système, qu'on appelle la barre de sécurité, est obligatoire. En montagne, il y a le code de conduite de montagne où l'article 8 précise que tous les skieurs et planchistes doivent se conformer à la signalisation. Et au Québec, les stations doivent afficher dès l'embarcadère de la remontée mécanique le pictogramme disant que l'abaissement de la barre est obligatoire. Donc, baisser sa barre sur un siège de télésiège au Québec, c'est une obligation. De plus, il faut ajouter que les bulles de plexiglas ne remplacent pas les barres de sécurité. Les sièges modernes sont souvent équipés de bancs individuels qui vont même jusqu'à avoir des bancs chauffants. Et sur les barres de sécurité, on va ajouter des systèmes que l'on dit systèmes anti-sous-marinage qui empêchent les jeunes passagers de glisser sous la barre de sécurité, un accident qui malheureusement est plus fréquent qu'on ne le pense.
Les télécabines fonctionnent exactement sur le même principe que les télésièges débrayables, c'est-à-dire que le véhicule peut être débrayé du câble. Pour les télécabines, un système de porte peut être actionné, mais seulement depuis l'extérieur, pour des raisons de sécurité évidentes. Les mécanismes de porte sont actionnés en gare pour l'embarquement et le débarquement des passagers. Une télécabine peut transporter en général 4, 8 ou 12 passagers à la fois. Dans certaines stations, la remontée peut être de type hybride, c'est-à-dire que des chaises et des cabines circulent en alternance sur le même câble. Comme les chaises imposent que le skieur conserve ses skis aux pieds et que les cabines imposent l'enlèvement des skis, chaque type de véhicule a son propre quai d'embarquement. Les télébennes sont des bennes ouvertes où les passagers prennent place debout. Plutôt rare pour servir de remontée mécanique aux skieurs puisque les passagers sont maintenus en position debout tout le long de la remontée et sont exposés aux éléments à l'extérieur. Puis il y a les téléphériques. Jusqu'à maintenant, tous les types de remontées que nous avons vus n'ont qu'un seul câble qui agit à la fois comme câble porteur et comme câble tracteur qui tire la charge jusqu'au sommet. Les téléphériques font exception puisque généralement il y a 2 ou 3 câbles. La version à 3 câbles est la plus courante. Sur ce type d'installation, 2 câbles porteurs sont tendus entre les gares et sur les pylônes et ne bougent pas. La cabine est soutenue par un chariot composé de plusieurs roues qui vont rouler sur ces 2 câbles. Un 3e câble attache les 2 cabines ensemble et est actionné par une poulie motrice. Ce câble va tracter la cabine jusqu'au sommet. Ce type de remontée est dite à va-et-vient, puisque les cabines ne font pas demi-tour à chaque gare. Les cabines atteignent souvent la vitesse de 12 mètres secondes, soit 43 km/h. Les téléphériques peuvent transporter de 20 à 200 passagers à la fois. Puis il y a les funitelles, un type de remontée mécanique un peu particulier mais qui possède de très nombreux avantages. La cabine semble être attachée à 2 câbles, mais en réalité, il s'agit du même câble qui effectue 2 boucles complètes. Ce type de remontée débrayable permet de transporter jusqu'à 30 passagers par cabine. Très populaire en Europe, le funitel permet d'atteindre des vitesses de 7 mètres secondes ou 25 km/h. Et il n'y a pratiquement aucune réglementation concernant l'exploitation des funitelles par grand vent, vu leur très grande stabilité étant soutenue par 2 câbles. Certains exploitants autrichiens réduisent la vitesse de l'appareil lorsque les vents dépassent les 108 km/h, soit pratiquement la vitesse des vents d'un ouragan de catégorie 1, une vitesse à laquelle tous les autres types de remontées mécaniques ne sont plus exploitables. Le seul exemple connu de funitel en Amérique du Nord n'est pas dans une station de ski, mais près de Québec, aux chutes Montmorency. Puis, il y a les très récents 3S. 3S étant aussi connu comme étant Drahtseil, qui veut tout simplement dire 3 câbles en allemand. Ce type de remontée allie la capacité de portance du téléphérique, puisque les câbles circulent sur une voie formée de 2 câbles fixes, et la technologie de boucle en continu, puisque les véhicules sont débrayés à chaque gare. Les cabines peuvent aller jusqu'à 20 passagers à la fois, ce qui en fait l'une des remontées avec le plus haut débit. On en retrouve un exemple à Whistler Blackcomb, en Colombie-Britannique, assurant la liaison entre les 2 sommets, avec une distance de plus de 3 km entre 2 pylônes, un record mondial lors de sa construction en 2010. Les remontées de type 3S sont en pleine croissance et il s'en installe de plus en plus chaque année, surtout en remplacement des télécabines ou encore pour du transport urbain. Nous voici maintenant à la deuxième partie de la présentation. Dans cette partie, nous allons regarder ensemble les différentes composantes d'une remontée mécanique. On va prendre l'exemple du télésiège puisque c'est la remontée mécanique la plus commune dans nos stations de ski. Il y a tout d'abord la ligne. La ligne est composée du câble et des pylônes. Le câble est constitué d'une âme qui est faite de matière textile ou plastique. Autour de l'âme sont enroulés les torons. Le nombre de torons varie en fonction du diamètre du câble. Chaque toron est constitué de petits câbles de métal, parfois aussi petits que 2 mm.
Le câble forme une boucle continue et est rattaché à lui-même au moyen d'une épissure. L'épissure est un procédé par lequel on défait les torons de chaque extrémité, puis on retresse le câble en utilisant la moitié des torons de chacune des extrémités. Il s'agit d'une tâche spécialisée que très peu de personnes sont habilitées à faire. L'épissure a une force égale à au moins 80% de celle du câble. Puisque cette opération dépend de l'habileté de l'épisseur, il arrive parfois que l'épissure soit visible. Le câble paraît alors bosselé ou inégal. Mais rassurez-vous, il ne s'agit que d'esthétisme et la résistance du câble demeure intacte. La plus grande peur des usagers qui empruntent les remontées mécaniques aériennes, comme les télésièges, est de voir le câble se rompre. Depuis 1960, année où on a commencé à documenter les accidents de remontée mécanique, on ne recense aucune rupture de câble purement due au câble lui-même. Toutes les ruptures de câbles qui ont eu lieu l'ont été suite à des facteurs externes, comme par exemple des collisions avec des avions. Mais rassurez-vous, il s'agit d'événements extrêmement rarissimes. Sans compter qu'un câble de remontée mécanique, comme sur un télésiège, doit supporter environ 20 fois le poids de la remontée mécanique alors qu'elle est chargée à sa pleine capacité. À cela, on va ajouter une tension que l'on met sur le câble pour en faciliter l'opération, particulièrement lors des longues portées entre deux pylônes. Et cette tension va être de l'ordre de 10 à 40 tonnes et va être ajoutée par le contrepoids de la remontée mécanique ou encore le tensionneur hydraulique qui est situé à l'une ou l'autre des deux gares du télésiège. Les câbles sont généralement testés pour une résistance allant jusqu'à 1000 tonnes. Comme le montre cette vidéo, les câbles ne vont pas se rompre d'un seul coup, mais d'abord toron par toron, jusqu'à la rupture complète du câble. À l'usine, les fabricants de câbles vont soumettre ce dernier à des tests où le câble peut tourner jusqu'à 65 km/h, soit 6 fois sa vitesse d'exploitation. Les images sur cette vidéo ne sont pas accélérées et sont bel et bien à vitesse réelle. Les pylônes sont composés généralement de treillis ou, comme dans ce cas-ci, d'acier enroulé. C'est un tube fait d'une feuille d'acier enroulée qui va être soudée. Le pylône est attaché à sa base dans un socle de béton qui, lui, est solidement ancré dans la montagne. Au sommet du pylône, on retrouve le fût et au sommet du fût, on a l'assemblage qui soutient le câble qu'on appelle le balancier. Le balancier est lui-même composé de petites poulies dont le vrai nom est galets. Et ces galets peuvent venir en différents assemblages. Voici différents galets de télésiège. Il y en a des modèles à rayons, des modèles qui sont pleins. Sur les galets, on retrouve une bande de caoutchouc. Cette bande permet d'absorber les vibrations du câble et de rendre le voyage nettement plus agréable. Les galets sont pratiquement toujours assemblés par groupe de 2 sur le balancier. Cela permet non seulement un auto-ajustement du câble, mais en plus de faire fonctionner certains systèmes de sécurité dont nous allons reparler plus tard. Ainsi, il est possible de former des balanciers avec les configurations suivantes. Un balancier de type 2 sera composé d'un groupe de 2 galets. De type 4 sera composé de 2 groupes de 2. Puis nous pourrons, avec ces agencements, faire des balanciers à 6, 8, 10, jusqu'à 12 galets. Si on a besoin de plus de 12 galets sur un balancier, on va généralement ajouter un second pylône avec un autre balancier juste à côté. Le câble peut passer par-dessus le balancier ou encore il peut passer sous celui-ci. La plupart du temps, le câble passe par-dessus le balancier et il est dit en suspension puisque le câble est suspendu au-dessus du sol. Dans certains cas, le câble passe sous le balancier. On dit alors d'un balancier qu'il sera en compression. Son rôle est de maintenir la ligne plus basse. Il y a 2 raisons pour cela. La hauteur de survol des télésièges est réglementée pour permettre l'évacuation par voie terrestre. Au-delà d'une certaine hauteur, on doit opter pour une évacuation héliportée ou une évacuation spécialisée avec du personnel formé en alpinisme. Et les pylônes de compression permettent d'augmenter la résistance de la remontée au vent près des sommets. Dans certains cas, la courbure de la ligne suit naturellement celle du terrain. Dans ce cas, on placera des balanciers à la fois sous et sur la ligne, formant un balancier de type suspension-compression.
Lorsque la ligne est chargée, le balancier agit en suspension et il agit en compression lorsque la ligne est vide. Des ressorts forcent les galets à demeurer en contact avec le câble. Mais comme la pression n'est pas très grande, certains galets peuvent vibrer et produire un son métallique ou de caoutchouc qui frotte. C'est un phénomène normal et sans danger. Un système très important qui fait partie intégrante d'une remontée mécanique est son système de détection des déraillements. Ce système, qui se situe sur le balancier, permet d'arrêter la remontée mécanique de façon urgente dès que le câble n'est plus à sa position sur le balancier. Il existe 3 types principaux de détection des déraillements. Le type à galet, où un petit galet va reposer sur le câble et actionner un interrupteur lorsque le câble va quitter le balancier. Le système dit à fourchette et le système dit à détection par onde électromagnétique. Le système avec petit galet est très simple. Un galet de caoutchouc repose sur le câble par gravité. Au moment du passage d'une pince, il se soulève. En cas de déraillement du câble, il tombe dans le vide et déplace un interrupteur qui actionne le frein d'urgence de la remontée. Ce système très simple et très fiable demande peu d'entretien. Il faut changer le galet en fonction de son usure. Le système de détection par fourchette est l'un des plus communs sur nos remontées mécaniques aériennes au Québec. Pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, il faut d'abord se rappeler que sur un balancier, les galets sont toujours jumelés par groupe de 2. C'est-à-dire que 2 galets ensemble peuvent pivoter librement comme ça autour d'un axe. Un des 2 galets va être peinturé avec une face rouge pour indiquer qu'il est nettement plus pesant que l'autre galet auquel il est jumelé, que ce galet-là ait des rayons ou une surface pleine à l'intérieur. Lorsque le câble déraille, le galet rouge va automatiquement pivoter et s'en aller vers le bas et le galet gris va se soulever pour s'en aller vers le haut. Sur un des 2 galets, on va avoir un moyeu qui va être sorti, qui va avoir une longueur beaucoup plus longue que la normale. Et on va avoir aussi cette petite pièce-là. Cette pièce-là, c'est un réceptacle à partir duquel les câbles électriques vont s'en aller au système de détection du télésiège. Et on va avoir cette autre pièce-ci que l'on appelle la fourchette, qui est une pièce métallique munie d'entailles qui facilite sa rupture. La fourchette, elle est insérée comme ça ici et va être maintenue s'il s'agit par exemple du galet gris par-dessus le moyeu. Donc, lorsque le galet rouge va pivoter vers le bas, le gris va se soulever et le moyeu va venir frapper la fourchette. Ou s'il s'agit du galet rouge, le moyeu va être par-dessus la fourchette pour venir frapper la fourchette en descendant. Et évidemment, ce que l'on veut, c'est que la fourchette se casse et va faire une rupture du circuit électrique et va enclencher le freinage d'urgence de la remontée mécanique. Finalement, un système de détection beaucoup plus moderne, mais aussi plus onéreux, c'est le système de détection par induction électromagnétique. Alors, entre 2 galets d'un balancier, on va venir placer un détecteur qui va regarder le câble vu du dessous. Ce système-là est très perfectionné puisqu'il étudie en permanence la position du câble sur le balancier en fonction de son déplacement latéral. Donc, à la moindre petite déviation du câble, le système peut soit faire arrêter la remontée mécanique ou encore faire ralentir celle-ci afin de garder une exploitation continue, mais à une vitesse un peu plus faible. C'est un système qui ne nécessite aucun entretien et fonctionne dans pratiquement n'importe quelle condition atmosphérique. Le déraillement d'un câble d'une remontée mécanique n'est pas quelque chose de très fréquent, mais c'est quand même quelque chose qui peut se produire. La plupart du temps, la cause va être le vent ou encore un client qui va chuter d'une chaise de télésiège et qui va faire sauter le câble depuis les galets vers l'extérieur du balancier, ou encore lorsqu'une chaise va venir cogner sur un pylône. Un fait qu'il faut retenir, c'est qu'il se peut très bien qu'un câble de remontée mécanique déraille alors que la remontée n'est même pas en opération. Un câble qui déraillerait complètement d'un balancier pourrait avoir des conséquences catastrophiques, comme ce fut le cas à la station Sugarloaf du Maine en 2010. L'accident a fait 20 blessés graves. Le prochain extrait n'est pas une reconstitution, mais un véritable déraillement de télésiège qui s'est produit en Argentine en 2014 à la station Cathedral Alta Patagonia. Par miracle, cet accident n'a fait que 8 blessés légers.
Pour éviter cela, les balanciers sont équipés de rattrape-câbles, de petites pièces protubérantes en forme de selle du côté extérieur du balancier et d'une plaque en acier du côté intérieur, comme le montrent les parties en bleu sur ce dessin. Les rattrape-câbles permettent de rattraper le câble avant que ce dernier ne quitte le pylône. Ce système simple est très fiable. Les rattrape-câbles sont conçus pour laisser passer les pinces en cas de déraillement et avant que ne survienne l'arrêt complet du câble. Depuis que les statistiques d'accidents de remontée mécanique sont maintenues, soit depuis les années 60, il y a eu très peu de décès suite à un déraillement complet de câbles de télésiège. Cependant, les déraillements de câbles de télésiège provoquent généralement des blessures au dos et aux jambes. Si cela venait à survenir à votre station, il faudrait que les équipes de secours s'attendent à faire un grand nombre d'immobilisations cervicales et dorsales. Dans les années 80, il y a eu 3 déraillements majeurs de câbles de télésiège en Amérique du Nord, c'est-à-dire des déraillements de câbles en dehors des rattrape-câbles, sur une ou des longues portées et projetant plusieurs chaises au sol. Les cas de décès ont été causés par l'effet de catapulte du câble. Selon la topographie du terrain et la portée entre 2 pylônes, un câble déraillé peut se détendre et aller très bas, puis sous l'effet du contrepoids de la remontée, provoquer un effet de catapulte. Lors de l'accident de Keystone en 1985, plusieurs témoins ont rapporté avoir vu des passagers être catapultés à plus de 2 fois la hauteur de la remontée mécanique avant de s'écraser plus bas sur la piste. Une importante leçon a été apprise lors de cet accident. À l'époque, l'État du Colorado n'obligeait pas les télésièges à être équipés d'une barre de sécurité. Tous les passagers dont la barre de sécurité avait été relevée ont été projetés en dehors de la remontée et ce sont eux qui ont subi évidemment les plus graves blessures. La totalité des passagers dont la barre de sécurité était baissée sont demeurés dans les chaises sans subir aucune blessure. Le déraillement du câble d'une remontée terrestre n'est pas sans danger non plus. Advenant le cas où cela se produirait, le câble mis sous tension peut agir comme un véritable coup de fouet et venir provoquer des blessures au haut du corps chez les passagers, même si ceux-ci sont déjà au sol. Et voici maintenant la troisième partie qui consiste en la sécurité et l'inspection. Définissons l'inspection. En tant que patrouilleur, il ne vous revient pas d'effectuer des inspections mécaniques des remontées. Par contre, vous devez inspecter si des situations sont dangereuses ou ont le potentiel de le devenir. Pour commencer, regardons ensemble la gare aval. En tant que skieur, vous n'êtes pas sans savoir que pour glisser, il y a besoin d'avoir une petite couche d'eau très mince qui se forme entre la base du ski ou de la planche et la surface enneigée. Pour une remontée mécanique, sur la gare aval, on a une toiture. Sur cette toiture-là, on peut avoir un amoncellement de neige, de glace ou même de verglas. À l'intérieur se cachent des pièces mécaniques et des moteurs qui dégagent une certaine chaleur. Si cette chaleur fait augmenter ne serait-ce que de quelques dixièmes de degrés la température en surface, le même phénomène peut se produire et une mince couche d'eau va se former et faire décoller en bloc des quantités peut-être importantes de neige et de glace qui peuvent tomber sur les skieurs qui, eux, attendent pour embarquer dans la remontée mécanique. Les patrouilleurs en ski doivent impérativement être les premiers à emprunter la remontée mécanique lors de son ouverture. En tant que skieur, il revient à eux d'évaluer si les portillons de cadencement de la clientèle, si les tapis d'embarquement ou tous les autres dispositifs qui permettent aux clients d'emprunter la remontée mécanique sont bel et bien fonctionnels et surtout synchronisés avec la remontée. Si la remontée n'est pas équipée de portillons de cadencement ou si ceux-ci sont hors fonction, il est bon de rappeler au personnel d'exploitation que le cadencement des skieurs avec les chaises est primordial. Une chaise qui passe la poulie motrice peut frapper le skieur avec vélocité et provoquer d'importantes blessures, comme le montre cet extrait. Il doit aussi donner son avis sur la qualité de glisse de l'embarcadère, surtout si celui-ci n'est pas équipé d'un tapis d'embarquement. Les zones d'embarquement en bois ou en matière plastique requièrent un enneigement adéquat afin de permettre aux skieurs de se positionner au bon endroit au bon moment. Gardez en tête que les ajustements doivent être faits pour que les personnes les moins habiles de votre clientèle puissent emprunter la remontée de manière sécuritaire. Ce sont eux qui sont le plus à risque d'incidents.
Parlant de qualité de la glisse, la patrouille doit évaluer la piste de glisse pour les remontées terrestres. Il arrive que des piétons y aient fait des trous, qu'il y ait des plaques de glace sous les balanciers de la remontée ou qu'il y ait présence de roches ou de branches dues à un manque d'enneigement. Ils ont d'abord cru à une simple coulée de Bien neige. que les risques d'avalanche soient très improbables au Québec, il est bon de garder en tête que le déplacement d'une masse de neige, aussi minime soit-elle, peut créer des dommages collatéraux comme la déviation dans la piste des skieurs, ce qui ultimement pourrait provoquer le déraillement du câble d'une remontée terrestre. Une fois dans la remontée, le patrouilleur devra vérifier de façon générale l'état des véhicules qu'il emprunte, que ce soit une chaise, un arbalète ou une cabine. Pour les remontées à pince fixe, on devra regarder de manière générale l'espacement entre les véhicules sur la ligne. Il ne s'agit pas ici de sortir son ruban mesuré, mais de valider que l'espacement entre les véhicules est régulier. Il est normal que pendant une saison de ski, les véhicules à attache fixe se déplacent légèrement sur le câble ou que le cadenceur d'un télésiège débrayable ait modifié l'espacement entre deux véhicules sur la ligne. Cependant, une accumulation de neige importante sur les véhicules, notamment sur les bancs des télésièges, ou encore de grands vents pendant que la remontée n'était pas en opération, peuvent se faire déplacer les véhicules sur la ligne. Le patrouilleur devra aussi vérifier tout bruit suspect dans sa chaise ou sa cabine qui pourrait laisser présager que quelque chose d'anormal est survenu. Les glissements de véhicules sont plus fréquents sur les remontées à attache fixe que la remontée soit aérienne ou terrestre, puisque pour les remontées débrayables, surtout les aériennes, la pression de la pince est vérifiée au passage de chaque gare. Un glissement de véhicule majeur demeure toutefois un incident rarissime. Le problème avec ce type d'incident est que s'il survient sur une chaise occupée, les risques de blessures aux occupants sont grands. De plus, le glissement d'une chaise peut se produire au passage d'un pylône. La chaise peut demeurer bloquée sur le balancier. Quelquefois, lorsqu'on est dans la remontée mécanique, on va sentir une sensation de cognement sur le câble, comme si quelqu'un frappait avec une masse de façon régulière. Ce phénomène-là est causé par les méplats. Un méplat, ça se crée lorsque le galet a une accumulation de verglas, de neige ou encore de neige soufflée par des canons entre le galet et la plaque externe anti-déraillement. Alors, le galet va saisir et ne sera plus capable de tourner. Le câble, au lieu de rouler, va venir frotter et causer le fameux méplat. Et comme il s'agit d'une dépression importante dans la bande de roulement, à son passage, le câble va descendre soudainement d'un coup, ce qui va provoquer ces cognements qui sont désagréables, mais qui ne sont pas du tout dangereux. Cependant, lorsqu'on s'en rend compte en tant que patrouilleur, on doit rapporter ça aux employés d'exploitation de la remontée mécanique. Toujours en gardant un œil sur la ligne de la remontée, le patrouilleur doit observer les alentours de celle-ci. Une des plus grandes menaces pour une remontée mécanique, qu'elle soit aérienne ou terrestre, est l'effondrement d'un arbre sur le câble porteur. Un câble chargé de neige ou de verglas peut s'abattre en entier ou en partie sur le câble porteur. Ce faisant, il peut provoquer le déraillement partiel ou complet du câble d'un pylône. Cette situation est extrêmement préoccupante et elle doit être signalée aux responsables de la montagne dans les plus brefs délais. Sur cette vidéo d'amateur, on voit un arbre s'abattre sur la ligne du télésiège en marche. L'arrêt du télésiège est un pur hasard et n'est pas causé par l'arbre puisque le câble ne déraille pas. Lorsque le télésiège est remis en fonction, l'arbre projette quelques chaises dans toutes les directions. L'une d'elles va entrer en contact violemment avec un pylône et fera dérailler le câble et provoquera l'arrêt définitif de la remontée. Wow! Sur cet autre extrait vidéo, on nous montre un test destructif d'un télésiège où on abat volontairement un arbre pour analyser les conséquences. Dû à la tension de la ligne, plus l'arbre est situé en bas de la montagne lorsqu'il frappe le télésiège, plus l'effet de catapulte que l'on voit bien sur cette vidéo risque d'être élevé. Notez le déraillement du câble et les conséquences évidentes pour les passagers dont la barre de sécurité ne serait pas baissée. Au passage de chaque pylône, on doit observer les accumulations de neige sur les trains de galets.
Cette accumulation de neige peut tomber au passage des véhicules, notamment les chaises et les perches d'arbalète. En plus de poser un risque pour le client, la neige est parfois chargée de graisse ou de résidus de caoutchouc de la bande de roulement des galets et peut tacher les vêtements. Donc, à retenir que dans les derniers cas que nous venons de discuter, nous avons parlé d'accumulation de neige et il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que Mère Nature qui nous envoie aussi de la neige, mais les opérations de fabrication de neige en montagne. Donc, lorsque la montagne décide de fabriquer de la neige, de partir les canons, pour les patrouilleurs, cela doit dire de vérifier que ces accumulations ne se font pas sur des pièces importantes des remontées mécaniques qui peuvent causer des arrêts de service ou encore tomber de la remontée sur la piste ou sur les clients qui l'empruntent. Comme on l'a dit, ce n'est pas le rôle du patrouilleur de faire des inspections mécaniques très poussées. Par contre, il y a des petites choses qu'il est toujours bon de savoir. Ça ici, c'est une pince de télésiège fixe. Le câble passe ici sous la pince et ces deux pièces-là que l'on retrouve de chaque côté sont ce que l'on appelle les doigts d'attache. Il peut arriver que ces pièces-là, qui servent à faire passer la pince sous un balancier en compression, puissent se tordre vers le haut à force d'usure ou simplement être manquantes. Lorsque ça se produit, le passage de la pince sur les galets de compression peut devenir très bruyant, même inconfortable et évidemment provoquer des bris au niveau du balancier. Lorsque ça se produit, on doit avertir les responsables de la remontée mécanique dès que possible. Mis à part les remontées de type Funitel ou 3S, l'un des grands ennemis des remontées mécaniques aériennes, c'est le vent. Un calme plat en bas de montagne peut ne pas donner d'indice sur ce qui se passe à l'autre bout de la remontée. Plusieurs remontées sont équipées d'une ou de plusieurs anémomètres qui vont mesurer la vitesse du vent et arrêter la remontée en cas de bourrasque soudaine. Si la remontée n'est pas équipée d'un tel dispositif, il revient à chaque patrouilleur d'observer, et ce à chaque remontée, que le vent ne cause pas de problème. Le vent affecte principalement les véhicules vides, que ce soit des chaises ou des cabines, comme le montrent ces images. Pour ceux qui regardent la vidéo, pour se rendre compte, on est le 29 août. Le vent peut aussi faire valser des téléphériques très imposants, comme on vient de le voir sur ces images. Il est important de comprendre que selon la topographie de la montagne, les employés de la remontée peuvent ne pas avoir une appréciation juste de ce que le vent peut affecter sur leurs appareils. C'est donc aux patrouilleurs de le mentionner lorsque ça vient vraiment venteux. Les chaises qui se balancent dans le vent ne présentent pas réellement de problème, sauf au passage d'un pylône, où l'impact de la chaise contre le pylône peut faire dérailler le câble. À ce moment-ci aussi, on doit préciser que sur certains modèles de chaises, on peut relever le banc pour éviter que la neige s'y accumule. Cependant, le vent peut lui-même faire relever le banc de ces modèles de chaises-là. Lorsque ça se produit, la chaise peut se présenter en bas à l'embarcadère avec le banc relevé et par un manque d'inattention, le client peut devoir s'asseoir dans une chaise qui n'a pas de banc, ce qui peut provoquer des blessures évidemment au dos ou au bas du corps. Dans ces cas-là, c'est la patrouille de ski qui doit être vigilante aussi et prévenir les employés de ces potentiels dangers. Toujours en empruntant la remontée, il est bon de jeter un coup d'œil au câble. Le bris d'un toron est un phénomène extrêmement rare et il faut se rappeler que le câble peut très bien supporter la charge de la remontée même si certains torons étaient rompus. Le problème viendra au passage des pylônes où le brin cassé peut provoquer un déraillement lorsqu'il frappera les galets. Dans un tel cas, on devra faire immobiliser la remontée sur le champ. Une fois au sommet, le patrouilleur doit évaluer la qualité du débarcadère. Les télésièges à attache fixe sont particulièrement à surveiller. Si la consistance de la neige ne permet pas de glisser rapidement du débarcadère, la chaise qui emprunte la poulie retour peut venir frapper les clients dans le dos. Évidemment, vous aurez deviné qu'il s'agit là d'une situation pouvant causer des lésions à la colonne vertébrale, une blessure très grave. S'il n'est pas possible de remédier à la situation en ajoutant de la neige, sur la plupart des remontées, la vitesse peut être ajustée.
La vitesse, qui s'exprime en mètres par seconde, peut être réduite de quelques dixièmes de mètres par seconde. Cet ajustement, même subtil, peut rendre une situation dangereuse nettement plus sécuritaire, sans même que les clients ne sentent que la remontée a été ralentie. Le patrouilleur doit valider que le débarcadère est libre de tout encombrement et permet de dégager rapidement le plateau d'accueil des skieurs qui descendent de la remontée mécanique, même s'il s'agit d'une gare d'arrivée d'une remontée débrayable. Dans certains cas, ça se peut que la remontée mécanique soit en opération avec des systèmes de détection défaillants. Les systèmes de détection de déraillement peuvent être hors service à cause d'un problème technique avec le système lui-même ou lorsque l'on utilise par exemple l'évacuation par moteur auxiliaire. Les informations que je vous donne sont générales et chaque remontée mécanique a ses particularités. On peut aussi mettre hors fonction le système sur un seul pylône ou encore sur tous les pylônes de la ligne. Lorsque l'on doit faire une évacuation à l'aide du moteur auxiliaire ou encore que l'on avertit qu'un des pylônes ne peut plus avoir son système de détection contre les déraillements fonctionnel, la patrouille doit employer une procédure en collaboration avec les employés d'exploitation de façon à faire évacuer la remontée mécanique le plus rapidement possible pour ne pas exposer trop longuement les clients au froid et de façon très sécuritaire. Alors, une petite note. Le fait qu'un système de détection contre le déraillement ne soit plus en fonction n'augmente pas le risque de déraillement du câble sur la remontée mécanique. La procédure qui a été testée et mise de façon efficace dans plusieurs stations est la suivante. On va poster un patrouilleur à chacun des pylônes de la remontée lorsque c'est possible de le faire. Mais le but est que pour l'ensemble des patrouilleurs, on soit capable d'avoir une vue constante sur le brin montant de la remontée mécanique, c'est-à-dire la partie de la ligne qui est chargée, celle où les clients se trouvent dans les chaises ou dans les cabines. Lorsque tous les patrouilleurs sont en place, on suggère que chaque patrouilleur donne sur les ondes radio son nom ainsi que le ou les pylônes qu'il a dans son champ de vision et dont il aura la responsabilité lors des manœuvres. Une fois que les ondes radio sont bien libérées, on peut mettre en marche la remontée mécanique, soit par son moteur auxiliaire, soit par son moteur régulier, et laisser la remontée évacuer les clients jusqu'au sommet. À ce moment-là, chaque patrouilleur doit se tenir prêt à intervenir avec sa radio en cas de déraillement du câble. Je répète que les chances qu'un câble déraille ne sont pas plus grandes, mais s'il y avait déraillement de câble, la remontée mécanique ne serait pas arrêtée puisque le système de détection a été mis en mode bypass, c'est-à-dire que le système de détection contre les déraillements ne fonctionne pas. Évidemment, dès qu'une anomalie se produit, le ou les patrouilleurs responsables devront donner sur les ondes l'ordre d'arrêter immédiatement la remontée mécanique. Et aussi, dans cette pratique, il est bon que la dernière chaise occupée, on soit appelé sur les ondes et dire à quel pylône elle est rendue de façon à faciliter la collaboration entre tous les employés et la patrouille pour permettre une évacuation sécuritaire. Il y a des comportements sur les remontées mécaniques qui sont normaux et qu'il ne faut pas confondre avec des problèmes techniques, notamment l'oscillation du câble porteur lors des arrêts de service et l'apparent recul de ce câble aussi lors de ces mêmes arrêts de service. Comme on le voit sur cet extrait, tourné immédiatement suite à un arrêt normal de la remontée, on a l'impression que le câble recule puis avance successivement avant de se stabiliser. Ce n'est qu'une simple illusion due au fait que les chaises chargées oscillent verticalement en alternance entre chaque pylône dû à l'inertie de la remontée avant son arrêt. En réalité, le câble est bel et bien immobilisé sur les poulies retour et motrices de la remontée. Bien que les accidents de remontée mécanique soient très rares, ils ne sont pas impossibles. Parmi eux, on retrouve l'accident du recul arrière ou du rollback. Toutes les remontées sont équipées d'un système anti-retour qui empêche la remontée mécanique de fonctionner en sens inverse. Sur cet extrait, on voit le système de détection anti-retour qui repose sur la poulie motrice. Le système sera actionné par une tige afin de vérifier que le système d'arrêt d'urgence se déclenche correctement. Or, le mécanisme anti-retour peut lui aussi faire défaut. À ce moment-là, la remontée mécanique peut se mettre à rouler à l'envers. Ce qui va faire fonctionner la remontée mécanique en sens inverse va tout simplement être la gravité de la charge de la remontée mécanique de ses passagers qui est attirée vers le bas de la montagne. Cela nous permet de déduire deux choses.
En supposant que les skieurs arrivant près de l'embarcadère sautent en bas de la remontée dès que la hauteur le permet, le phénomène va cesser de lui-même, lorsque le poids des skieurs restant dans la remontée sera insuffisant. Et deuxièmement, si les skieurs demeurent dans la remontée, les skieurs ayant franchi la moitié du parcours ne reviendraient pas à la gare aval, leur poids étant compensé par celui des skieurs sur le brin montant. Cet extrait illustre bien que si les passagers restaient dans la remontée, le rollback cesserait rapidement. Mais il est normal d'avoir le réflexe de quitter un appareil qui ne se comporte pas comme il le devrait. Dans les faits, lorsque survient un rollback, il y a plusieurs facteurs entrant en ligne de compte. La remontée n'est pas nécessairement chargée au maximum, le système anti-retour peut être partiellement hors service et agir quand même un peu, et la même chose pour les freins qui, eux, peuvent avoir un effet sur la vitesse du recul. Il y a eu 3 épisodes de rollback en Amérique du Nord dans les 10 dernières années. Chaque fois, la vitesse de recul était relativement lente. Et la remontée n'a reculé que sur une dizaine de chaises au maximum. La plupart des blessures, voire même la totalité des blessures dans un cas, sont survenues parce que les clients pris de panique sautaient au bas de la remontée. Quand on sait que plusieurs sautent en bas d'un télésiège lorsqu'ils oublient de descendre au débarcadère de peur de faire le tour, alors que la situation ne pose aucun danger, on comprend mieux le réflexe de sauter en bas d'un télésiège partant de reculons. Ce phénomène de peur est bien compris et sur les remontées capables de circuler à reculons volontairement, comme certains télésièges ou télécabines qui ont besoin de le faire pour entreposer les véhicules pendant la nuit, on affiche clairement des insignes mentionnant cette possibilité. Un rollback peut aussi se produire sur une remontée terrestre. Dans ce cas, la chute des skieurs rapidement au sol va faire cesser le phénomène presque immédiatement. Voici une vidéo montrant un rollback volontairement provoqué sur un télésiège. C'était un test destructif. Notez que pour les fins du test, le télésiège a été chargé à sa pleine capacité sur le brin montant. Afin de permettre au télésiège de partir de reculons à un maximum de vitesse, les 2 systèmes de frein et le système anti-retour ont été complètement neutralisés. Une situation qui a très peu de chances de se matérialiser lors d'une opération normale sur une remontée mécanique inspectée et certifiée. The lift stopped from chairs getting caught in the machinery and other external friction forces. After the lift rolled to a stop, the scenes were devastating. The guidework at the terminals had been bent, as if made out of rubber. Concrete blocks had been hurled up to 120 feet through the air, and shiv trains had been bent and some pulled off the crossarms. Chairs had been thrown everywhere, and chair stems had been broken in half and bent like pretzels. Clips had been dragged backwards through the haul rope, and one shiv wheel axle failed catastrophically. En tant que patrouilleur, vous savez que le risque zéro, ça n'existe pas dans n'importe quelle activité, surtout lorsqu'on parle de transport. Dans la vidéo qu'on vient de vous présenter, vous avez vu des images un peu spectaculaires, vous avez vu des images d'accidents, et tout mis ensemble, des fois, ça peut donner une fausse impression. Quand je dis que les remontées mécaniques sont sécuritaires, voici une statistique qui est un peu plus rassurante. Il y a eu 397 décès et 536 blessés graves sur la période de 1960 à 2010 dans les remontées mécaniques, soit une période de 50 ans, ce qui couvre aussi 12 milliards de passagers. Donc, mis en relation statistique, les remontées mécaniques sont de loin plus sécuritaires que peut l'être le train, l'avion et le bateau. Évidemment, le cyclisme, les piétons et surtout les automobiles ne sont même pas dans la course. Dans les faits, il n'y a que les escaliers mécaniques et les ascenseurs qui sont plus sécuritaires que les remontées mécaniques. En 2010, lors de l'accident de Sugarloaf, où on a eu un déraillement de câble complet, une compagnie d'assurance américaine a fait faire une statistique assez révélatrice et intéressante. Lorsqu'un skieur part de chez lui pour se rendre à la station, le trajet en véhicule automobile qu'il emprunte lui propose 700 fois plus de chances d'avoir un accident grave ou mortel que lorsqu'il est assis dans une remontée mécanique. Dans les faits, les remontées mécaniques sont tellement sécuritaires qu'on commence même de plus en plus à les utiliser comme moyen de transport urbain. Sur ce, j'espère avoir l'occasion de vous jaser dans un télésiège et bonne patrouille.